Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour suivre votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot au sommaire de ce 13e numéro. On va parler Ligue des Champions, le déplacement du Chabab Ariadi de Belouizdad au Caire en Égypte pour affronter le Ahli du Caire et qui s'est lourdement incliné 6-1, rien que ça. On parlera aussi de la Ligue 1 et la 14e journée de championnat avec des fortunes diverses pour les clubs. La JS Kabylie qui prend le large, 4 points d'avance sur le poursuivant immédiat, le CS Constantine, qui s'est fait accrocher à domicile par le NCM Gara, un match, vous allez le voir tout à l'heure, rocambolesque. L'USM Alger qui s'est fait rattraper naïvement par l'entente de Sétif à l'ultime seconde du championnat, et d'autres résultats aussi. On parlera de Ligue 2. Dans ces deux groupes, l'US Ben Aknoun au centre-ouest qui prend le large, 5 points d'avance sur le RC Kouba. Ils ont battu, l'US Ben Aknoun a battu le SM Koléa, alors que la GSM Tiaret et le RC Kouba ont calé devant leur adversaire à l'est. La grosse surprise, le leader, le Mberoui 7, qui s'est fait battre à domicile. Ils n'ont jamais perdu à domicile. Il s'est fait battre par l'Aïs Khroub et le Ben Aknoun qui étrie le HB Chelrom L'Aïd 6-0. Mais avant tout cela, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous notre consultant à la télévision algérienne, Ahmed Aribi. Ahmed, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Fatah, bonsoir Abdelnour, et comme d'habitude, ravi de vous retrouver et de retrouver aussi l'émission. Tout le plaisir est pour nous, et bien sûr, vous êtes habitué à notre consultant à l'émission, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, et bonsoir à notre ami Aribi, que je retrouve avec plaisir, bien sûr, et surtout bonsoir à nos amis téléspectateurs. Voilà, donc le décor est planté et on y va pour le début de notre émission, la première rubrique, comme vous êtes habitués après ça. Voilà, la première rubrique, comme à l'habitué, c'est les 3 points de Kawa, Abdelnour Kawa. Les faits saillants de cette semaine, c'est à vous, Abdelnour. Je vais commencer, bien sûr, en parlant de ce qui s'est passé en début de semaine, puisque le 10e entraîneur vient de déposer sa valise également. Bon, on parle d'une rupture à l'amiable. Il s'agit bien entendu de Patrice Baumel, qui quitte le Mouloudia, qui est aussitôt remplacé par Khaled Nehia. Donc c'est le 10e entraîneur. Vous avez parlé tout à l'heure, nous avons joué la 14e journée. Bon, il y a des clubs qui ont joué 10 matchs. Et d'autres qui ont joué 14. Absolument. Et donc, moi je pense que la VES va encore continuer, puisqu'il y a 6 entraîneurs qui sont toujours en place. On va attendre qui va être le prochain, hein, parce que là c'est certain. Et je crois que cette année, on a battu les records. Hein. C'est ce que vous m'avez dit, Abdelnour, en coulisses tout à l'heure. En début de saison, on avait parlé de ça. Et malheureusement... cette année, ça a commencé avant le début de saison, on est d'accord. Bien sûr. Voilà, avant le début de saison. Absolument. Pendant la période de préparation, voilà. C'était Chérif Louzani qui était à Saoura, qui avait été... remercié bien avant le début du championnat. Et puis la liste est encore longue. Bon, donc il reste encore 6 entraîneurs. J'espère que... Il y en a quand même 3 ou 4 qui vont quand même tenir jusqu'au bout. On le souhaite. Le deuxième point, Abdelnour. Le deuxième point, bon, nous sommes pratiquement mercato hivernal. Des clubs sont en train d'essayer d'éventuellement de se renforcer et tout. Ben, celui qui est mis en vedette, c'est bien entendu Boulbina. Adil, qu'on a eu le plaisir de recevoir. Il y a quelques semaines de cela. Et là, il est convoité quand même par pas mal de clubs. Apparemment, tous les ténors du championnat. Tous les ténors, en parlant du Mouloudia, de la JSK, du CRB, de l'USMA. Et je pense que... je ne sais pas s'il va être libéré pendant cette trêve hivernale, mais je pense que actuellement, le Paradou, depuis la venue de... Bilal Ziri est en train de carburer. Et parmi les joueurs qui carburent, c'est Boulbina. C'est le meilleur buteur du championnat. Et passeur également. Ouais. Donc, est-ce que le PAC va vouloir se séparer? Moi, je ne pense pas pendant cette période. Peut-être qu'en fin de saison, si jamais il a des offres
Il était là, il nous l'avait dit. Tout à fait, Son rêve, son ambition, c'est d'aller à l'étranger. C'est de jouer à Manchester City, c'est ce qu'il avait précisé. Absolument. Donc, bon, pourquoi pas. Et donc, attendons pour voir. Tout à fait. Et le troisième point? Le troisième point, vous m'avez devancé, puisqu'on a parlé de la D2. Moi, je voulais parler de Ruisset. Comme vous l'avez dit, c'est la première défaite de Ruisset à domicile. Eux qui commençaient un peu à espérer l'accession en D1. Ils sont suivis directement par le Harrach qui revient en force. Et ils sont qu'à 3 points de le Harrach. Donc ça va être une course-poursuite très intéressante. Voilà, pratiquement ce que j'avais. Très bien. Voilà, Abdelnour. Donc, c'était les 3 points de Abdelnour Kawa. Nous avons aussi le plaisir aujourd'hui d'avoir en direct de Paris, via Skype, le journaliste algérien Nabil Djellit. Nabil, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre appel et notre invitation via Skype. Bonsoir, merci pour votre invitation et un grand bonjour à tous vos invités. Voilà, il vous salue, c'est Ahmed Haribi et Abdelnour Kawa. On essaiera, Nabil, de ne pas trop vous retenir. Je sais que vous avez du travail à préparer. Pour parler un petit peu, Nabil, des clubs algériens concernés par les compétitions africaines. Je parle du Mouloudia d'Alger, qui joue la Champions League africaine avec le Shabab Riyadi de Belouizdad, de l'USM Alger et du CS Constantine, qui sont en train de jouer la Coupe de la CAF. Comment vous trouvez après la 3e journée, Nabil? Bon, je sais que vous connaissez le score du Shabab aujourd'hui, ils ont perdu lourdement, ils ont chuté lourdement en Égypte, mais d'une manière générale, comment vous avez trouvé l'évolution des clubs algériens durant ces 3 premières journées? Déjà, on peut se féliciter du retour du MC Alger en Ligue des Champions. Je trouve que c'est important pour le football algérien, c'est une locomotive, c'est un club historique. Alors le bilan, il n'est pas si mauvais que ça, parce que c'est vrai qu'ils ont perdu sur le dernier match, mais je trouve qu'ils ont quand même dominé le match. Ils ont été pris sur un but sur coup de pied arrêté. Alors ça a coûté la place de l'entraîneur, ça c'est un autre débat. Je les avais vus contre Mazembe, ils avaient été solides dans un match pas simple à 14h. Et puis face au club tanzanien de Young Africans, je trouve qu'ils ont rendu une bonne copie. Donc c'est une équipe que je vois normalement se qualifier parmi les 2 premiers de cette poule, avec probablement le club soudanais. Bon, le CRB, malheureusement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'instabilité. Il y a eu un changement d'entraîneur. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a il y a quand même un effectif de qualité du côté du CRB. J'ai regardé le match tout à l'heure. Quand vous regardez la première mi-temps et la deuxième mi-temps, vous avez l'impression que c'est pas la même équipe du tout. C'est une équipe à 2 visages qui s'est effondrée psychologiquement après avoir pris un but avant la mi-temps. Un partout, et puis derrière ça a été catastrophique, faut dire les choses. Donc voilà, après l'équipe que j'ai bien aimée, c'est le CS Constantine. C'est une équipe qui me plaît vraiment. Je les ai vus face à Sfax, c'est jamais facile de gagner en Tunisie. C'est une équipe qui joue bien au foot. On sent que c'est un effectif qui est stable. Il y a de la qualité, il y a un défenseur central, le numéro 4, là, j'ai peur de mal prononcer son nom, je trouve très bon. Et puis il y a aussi le meneur de jeu, la Dib, là, qui est vraiment très intéressant. Bencha aussi, l'attaquant. Je trouve que c'est une équipe qui est bien, le CS Constantine, et je pense que c'est aussi lié au fait qu'ils aient un bon entraîneur. Madoui, c'est un bon entraîneur algérien, c'est un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions avec Sétif, c'est quelqu'un qui connaît la route pour gagner. Donc voilà, et sinon, pour terminer, l'USM Alger, globalement, je trouve que c'est la meilleure équipe d'Algérie. C'est pas la meilleure équipe d'Algérie au classement du championnat d'Algérie, mais je trouve que c'est une équipe solide, c'est une équipe cohérente et c'est une équipe qui joue bien sur cette première partie de saison. Voilà. Justement, on reste dans le sujet justement des ténors et tout. Vous avez remarqué cette saison que beaucoup de clubs algériens ont fait venir les ex-internationaux, à l'image de Riyad Boudebouz, qui est à la GS Kabylie, Islam Slimani, qui est encore sous contrat à l'heure que je vous parle, sous contrat avec le Shabab Riyadi de Belouizdad, et Andy Delors. Est-ce que vous pensez, Nabil, mis à part l'âge, est-ce que vous pensez que ça peut tirer le niveau vers le haut, le niveau de la Ligue 1 vers le haut? Alors déjà, dans tous les championnats, c'est important d'avoir des têtes d'affiche. Donc de toutes les manières, c'est important que dans le championnat d'Algérie, qu'il puisse y avoir des joueurs du championnat, des jeunes, mais il faut aussi, entre guillemets, des vedettes
parce que bah, voilà, ça apporte de l'attractivité. Après, ça dépend, chaque cas est différent. Par exemple, aujourd'hui, Boudebouz, on sent qu'il est complètement impliqué. Il tire la JS Kabylie vers le haut. J'ai regardé le match hier face à Mostaganem. C'est le leader, les ballons passent par lui. C'est un taulier, il replace ses coéquipiers. Donc ça, c'est positif. Un joueur qui est dans cet état d'esprit-là, avec son parcours, c'est positif pour le championnat d'Algérie. Après, voilà, ça dépend des cas. Mais bon, on ne peut pas se plaindre de voir des bons joueurs revenir. Maintenant, c'est un paramètre parmi d'autres. Ce qui est important, c'est de structurer le championnat d'Algérie. C'est en train d'être fait. Il y a des stades, il y a des infrastructures. Il faut faire jouer les jeunes. Donc tout ça est en train d'être réuni. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des têtes d'affiche. Bon, Boudebouz, c'est une réussite. Slimani, vous avez dit qu'il allait peut-être partir. On va suivre ça de près. Bon, pour l'instant, il y en a un qui est en difficulté. C'est Andy Delors. Andy Delors, pour l'instant, il ne remplace pas Belaïli. Belaïli, l'année dernière, c'est quand même Mbappé dans le championnat de France au PSG. Et il gagne les matchs. Donc pour l'instant, Delors ne fait pas ça. J'allais vous parler d'un jeune, mais un jeune du cru de l'école de Paradou, vous qui avez fait un grand reportage sur cette académie. Je vous parle de Adil Boulbina. Abdelnour, on a déjà reçu il y a quelques semaines Adil Boulbina. C'est une courbe ascendante de ce jeune garçon. Nabil, vous qui connaissez le championnat professionnel, surtout à l'étranger, vous le voyez à l'aise, Adil, dans les championnats étrangers? Oui, c'est évidemment un jeune à fort potentiel. Il est repéré ici. Il est repéré ici en France par des clubs, par des agents qui savent très bien qu'il a le niveau. Cette année, il est dans une année de consolidation. Il fait des très belles choses. 8 buts en 11 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Pour un ailier excentré, même si aujourd'hui beaucoup d'ailiers excentrés sont des buteurs, mais c'est des joueurs très bankable sur le marché. C'est un joueur qui est adroit. Et il y a d'autres joueurs au Paradou là, qui sont vraiment très très intéressants. Hier j'ai regardé le match, là, le jeune là, Kouhili, c'est ça? Oui, Kouhili. Ouais, lui aussi il est très intéressant. Ça c'est des jeunes, il faut après ils peuvent aussi rester dans le championnat d'Algérie. Il y a beaucoup de jeunes du Paradou qui partent pas en Europe et qui renforcent d'autres équipes du championnat d'Algérie. C'est bien pour le niveau du championnat d'Algérie, mais c'est important de laisser partir les meilleurs talents algériens pour faire des carrières et des meilleures carrières possibles en Europe. Déjà une pour eux, parce qu'ils vont progresser, et deux aussi pour l'équipe d'Algérie, parce que c'est des joueurs ensuite qui vont revenir et qui vont apporter une vraie valeur ajoutée à la sélection algérienne, comme ça a été le cas dans le passé avec des très grands joueurs algériens. Voilà, Rabat Madjer, Moussa Saïb, Rafik Saifi, ça a été des joueurs qui ont commencé en Algérie, et qui sont partis en Europe et qui ont réussi, et ensuite qui ont aidé l'Algérie à faire des résultats. Et justement, Nabil, vous me tendez la perche pour parler d'équipe nationale. Ça fait 10 mois que le coach Petkovic est à la tête de la sélection nationale. Vous avez remarqué le jeu de l'équipe nationale, vous qui suivez depuis très longtemps l'équipe nationale. Alors, comment vous trouvez sa façon de travailler? Alors, je pense qu'au début, il est arrivé, à mon avis, il était en stage d'observation, parce que il connaissait pas l'Algérie, il connaissait pas le potentiel, il y avait plein de paramètres. Je pense qu'au début, il cherchait. J'ai l'impression qu'il a constitué plus ou moins un groupe maintenant. Donc, il fait les choses un peu dans l'ordre. Maintenant, il faut... il y a encore des chantiers, des choses à améliorer, le bloc défensif notamment, peut-être travailler un peu la détection aussi dans le championnat d'Algérie. Moi, je suis persuadé qu'il peut y avoir quelques joueurs du championnat d'Algérie qui peuvent rejoindre l'équipe d'Algérie, la A, en leur donnant un peu leur chance, notamment dans le secteur défensif. Je trouve qu'il fait plutôt bien les choses. Maintenant, c'est une équipe d'Algérie qui est encore en reconstruction. Et le mois de mars, ça va être très important, parce que moi, ce que j'oublie pas, c'est que depuis 2014, l'Algérie n'est pas en Coupe du Monde. On a vécu un traumatisme avec le match contre le Cameroun à Blida. Tout le monde était effondré. Et ça, il faut vraiment arriver à tourner la page. Et on pourra tourner la page qu'en se qualifiant de nouveau avec cette sélection algérienne. Maintenant, il y a du potentiel, il y a du talent, il y a des joueurs intéressants. C'est au coach de trouver les solutions. Justement, Nabil, mis à part le groupe qu'il a constitué, vous l'avez bien dit, il était en phase d'observation, il a
peut faire le tour de la question. Mais vous qui sillonnez un petit peu l'Europe, Nabil, sur les championnats et tout, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des talents? On a ramené Maza, on a ramené Chiacha. Est-ce qu'il y a encore des talents susceptibles de renforcer cette équipe nationale, notamment dans l'Hexagone aussi? Bah, en France, il y a deux noms qui circulent fortement, mais c'est aussi des joueurs qui peuvent être sélectionnés en équipe de France, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans les catégories jeunes françaises. C'est des cas comme Fekir, Benzema, Gouiri, Aouar. Certains vont jouer avec l'Algérie, d'autres épousent une autre trajectoire. Aujourd'hui, il y a deux joueurs qui sont clairement identifiés. C'est Marnes Akliouche, qui joue à l'AS Monaco, qui est un excentré très talentueux, un joueur très mûr. Et puis, il y a un joueur qui, je pense, plaît et doit plaire beaucoup aux Algériens, parce que sa manière de jouer, c'est Ryan Cherki. Donc c'est aujourd'hui deux joueurs qui sont entre les deux sélections. Donc voilà, pour Cherki, je pense qu'en septembre, il était assez proche de l'équipe d'Algérie. Là maintenant, je pense qu'il y a aussi peut-être un intérêt de l'équipe de France. Je sais pas, ça va dépendre d'eux, de Didier Deschamps et de ce que eux veulent pour leur carrière, parce qu'un joueur comme Cherki, par exemple, s'il vient en Algérie, il peut prendre une place importante dans le football algérien. S'il va en équipe de France, je dis pas qu'il n'a pas les qualités, mais peut-être que sa manière de jouer, peut-être que ça peut aussi parfois pas lui poser des problèmes, mais parfois pas lui donner la place qu'il pourrait avoir. Donc voilà, après ça sera à eux de choisir. Dans un autre sujet, c'est le dernier, Nabil, et on va vous libérer. On parle des anciens internationaux. Vous aimez la manière de travailler de Bilal Djeri, vous l'avez cité tout à l'heure. Il y a aussi Cherif Louzani qui vient de prendre Biskra, Mounir Zardoud. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui manque un petit peu au football national? Les anciens internationaux qui doivent faire des formations, des recyclages pour encadrer les jeunes, pour qu'ils puissent suivre leur trajectoire. Oui, je suis d'accord avec vous. Après, ils peuvent aussi faire des formations, pas forcément pour être entraîneur A, mais aussi pour être formateur, directeur de centre de formation. Il y a plein de postes dans le football. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a pas 150 000 clubs. Mais les noms que vous avez cités, c'est des gens qui... c'est logique qu'aujourd'hui, ils arrivent à prendre un peu le pouvoir, entre guillemets. Il faut leur faire de la place. Je pense que c'est des gens qui ont envie de donner. Il faut des projets de jeu. Et surtout, je pense qu'il est très important... il faut de la stabilité. Il faut faire confiance aux entraîneurs. Il faut les laisser travailler au maximum. Alors je sais qu'il y a toujours beaucoup d'impatience, qu'il y a beaucoup de pression, mais je pense que si on veut un jour de nouveau gagner la Ligue des Champions africaine, comme je sais pas, l'a fait la JSK dans les années 80. Si la JSK gagnait des Ligues des Champions, c'est parce qu'on ne changeait pas d'entraîneur toutes les 3 semaines. Donc il faut leur faire confiance et il faut les laisser travailler. Voilà. Écoute Nabil, merci beaucoup d'avoir venu avec nous. Merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Donc on était avec Nabil Djellit en direct de Paris, c'est le journaliste. Est-ce que vous pensez, Ahmed Haribi, de notre ami Nabil Djellit, est-ce qu'il a mis le doigt réellement sur... Ah oui, il a vraiment touché les doigts et puis il a dressé un tableau vraiment très pointilleux, très objectif. Là, ce que je retiens de lui, c'est qu'il est contre l'instabilité des entraîneurs. Ça, c'est intéressant, il faut le souligner. Et puis, nous aussi, on connaît les tenants, les aboutissants du football algérien. On a toujours été victime de cette instabilité d'entraîneur. Et puis, j'ai envie de parler rapidement de Djeri au niveau de Baradou. Djeri, figurez-vous, mon cher Fatah, que Djeri, il n'est pas considéré comme entraîneur. Il est considéré comme un grand frère. Et tout ça, la main nous a pris, les joueurs l'ont accepté. Lui, ici, rapidement adapté. Lui qui est un entraîneur-joueur, il a trouvé une équipe très joueuse. Exactement. Abdelnour, j'ai toujours remarqué, d'ailleurs depuis la première participation de Nabil Djellit avec nous lors d'une émission, que vous êtes tout le temps sur les mêmes longueurs d'onde, vous avez les mêmes analyses, vous et Nabil. Mais bien sûr, Nabil, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est dans le journalisme sportif, principalement en football. Il connaît très bien la maison football, que ce soit en France, en Europe, en Algérie ou en Afrique, partout dans le monde. Et il est algérien jusqu'au bout des ongles, je peux vous le certifier. Tout à fait. Mais on ne peut pas avoir de différence de point de vue quand il s'agit du football en quelque sorte, puisque nous sommes nés dans ce football
Et tout ce qu'on peut apporter, tout ce qu'on peut donner comme explication, ce n'est que pour faire avancer les choses. Là, Nabil vient de brosser un tableau complet. On a parlé de l'équipe nationale, des clubs, des Coupes d'Afrique, des Coupes de la CAF, etc. Et il est bien au courant de ce qui se passe, hein, puisqu'il a, il a parlé des clubs, il est en train de suivre quand même le championnat algérien, il est en train de suivre les Coupes d'Afrique. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la situation de notre football actuellement. Et on ne peut pas avoir des divergences d'opinion puisqu'on parle que football. Voilà, donc il y a un bel échange avec notre ami Nabil Djellit qui a quand même dressé un beau tableau. C'est vrai que l'espoir est là. Tant qu'il y a la volonté de bien faire, l'espoir est là. On passe à une autre rubrique, c'est celle de la Champions League africaine après ceci. En match de retard, comptant pour la 3e journée de la Ligue des champions africaine, le Shabab Riyadi de Belouizdad s'est déplacé aujourd'hui en Égypte pour affronter le grand Ahli du Caire. Ça s'est malheureusement très mal déroulé. On va voir ce sujet préparé par Meissa Lebouala et on revient au débat. Belouizdad, représentant algérien en Ligue des champions africaine, le CRB s'est lourdement incliné en Égypte devant le champion d'Afrique en titre sur le score de 6-1. Les coéquipiers de Benrit ont terminé la première période sur un score de parité d'1 but partout. L'unique but des Rouges et Blancs a été inscrit par Aymen Mahious à la 21e minute de jeu. La seconde période a été un véritable calvaire pour le CRB, totalement dominé par les Égyptiens, un véritable festival offensif pour Wissem Abou Ali, qui vient signer un triplé pour un score final de 6-1. Un résultat qui n'arrange pas la situation pour les protégés de Amrani, qui se retrouvent à la 3e place du groupe, tandis qu'El Ahli consolide sa place en tête du groupe C. Le Shabab n'a désormais plus le droit à l'erreur. Chaque rencontre à venir sera décisive afin de renverser la situation et préserver leur chance de poursuivre l'aventure en Ligue des champions africaine. Voilà, c'était un sujet préparé par notre jeune collègue journaliste Meissa Lebouala, Ahmed Alibi. Allez, on va dire, c'est une grosse désillusion, mais c'était inattendu quand même. Oui, c'est vrai, ce que vous dites est vrai, c'est que moi personnellement, je ne vais pas dire que je suis triste, mais je suis vraiment très déçu. D'abord de la prestation individuelle et collective de tous les joueurs, connaissant le potentiel que possède Amrani. Moi personnellement, je me suis dit quelque part qu'on peut réaliser quelque chose, à savoir ne pas perdre et revenir avec un point. Mais quand on voit ce qui s'est passé en première mi-temps et quand on voit ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, c'est comme l'a dit tout à l'heure Nabil Djellit, c'est deux équipes complètement différentes, il faut le souligner. Et puis, ce qui a fait mal au CRB aujourd'hui, Fatah, c'est qu'après avoir marqué le premier but, on a tous crié très haut que ça peut marcher. Et puis à 10, 15, 20 secondes, voire de la fin de la première mi-temps, le Ahli a égalisé. Dans les temps additionnels carrément. Et cette égalisation a fait mal aux joueurs du CRB, ainsi qu'Amrani, qui en deuxième mi-temps, à mon sens, à mon avis, n'a pas trouvé les solutions adéquates, parce qu'il a fait 2 changements. Il a fait sortir Ben Ayeda, il a fait rentrer Azi, il a fait avancer Khassef comme latéral gauche et mis derrière la Wafi. Ça a créé un déséquilibre dans l'organisation du système de jeu et de l'animation. Quand on voit la deuxième mi-temps, on a vu le grand Ali, on a vu que le CRB n'avait pas cette maîtrise du jeu, n'avait pas cette possession de balle. Le CRB qui a joué avec un 4-5-1, le CRB qui est resté trop derrière avec un bloc placé très bas, ce qui a facilité la possession de balle de l'Ahli dans le camp Belouizdadi. Il faut le souligner. Et puis quand on voit les 6 buts encaissés, je trouve que la défense et le terrain ont été trop passifs. On n'a pas pressé très haut. On est resté trop derrière, on a ciblé les jeux. Le Ali, avec l'avancante qui a marqué un triplé, Wahim Assal, je crois. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour le CRB. Le CRB doit rebondir. Ça arrive de perdre des matchs pareils, mais avec un score aussi large, c'est une déception pour le CRB, parce que le CRB, après avoir réalisé 4 matchs d'affilée avec des défaites des victoires consécutives, ramené à une victoire contre l'équipe sénégalaise, on s'est dit que le CRB va rebondir. Aujourd'hui, le CRB, on n'a pas reconnu le CRB qu'on connaît.
Abdenour, j'ai jamais vu une fébrilité chez Zarba comme je l'ai vu aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il est responsable des buts, je suis d'ailleurs, je ne suis même pas bien placé pour juger de ça. C'est l'ensemble du groupe, mais quand même, 6 buts, Abdenour, c'est ce que vous me disiez, j'aurais accepté un 2-1, un 3-1 et tout, mais à 6, et il y en a beaucoup qui disent qu'il a quand même de la responsabilité. Vous qui connaissez le keeper. Alors, je ne vais pas parler des buts qui ont été encaissés, mais ce que je voudrais dire de manière générale, quand on joue, que ce soit une Coupe d'Afrique ou un championnat, on dit que le gardien de but est à plus de 50% dans une équipe. Et la définition dit qu'il ne peut pas y avoir de grande équipe sans un grand gardien de but. Moi, je ne vous cache pas, je n'ai pas vu les buts. Avec Ahmed, on en a parlé, mais il me dit que peut-être Zorba est peut-être responsable sur deux ou trois buts. Mais je dirais, moi, en général, c'est que dans des matchs comme ça, il faut que le gardien de but soit au meilleur niveau. Je peux ouvrir une parenthèse, Abdenour? Je vous en prie. J'ai eu votre ex-coéquipier hier, on a pris le café ensemble, Abdelem Bousri, qui est là en Algérie, et on parle tout le temps avec Abdelem, on parle tout le temps football, on parle tout le temps. Ben, il m'a parlé justement de ça. Il m'a dit, si le Mouloudia s'est qualifié en 76 en Égypte, il a parlé bien du Ahli, c'était à 80% grâce à Abdenour Kawa. Oui, bon, on ne va pas revenir sur le passé. Non, c'est pas pour revenir. C'était pour dire que la présence du gardien, surtout dans le chaudron du Caire, c'est très important. C'est vrai. Vous savez, d'abord, le Ahli est une institution. C'est une institution, effectivement. C'est la meilleure équipe africaine. Absolument, c'est l'équipe du siècle. De tous les temps. Absolument, de tous les temps. Ouais. Et bon, si on doit remonter à 76, effectivement, c'est une des plus grandes prestations que j'ai faites dans ma carrière. Et ça me rappelle un peu, bon, le score... Pareil que le speaker du jour te détestait. Le score aurait pu être plus que si ça oui, tout à fait. Mais enfin, ça c'est pour revenir dans le passé. Mais aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas des excuses qu'on peut trouver pour le CRB. Le CRB est tombé dans un groupe très très difficile. Oui, très difficile, effectivement. Et la défaite qu'il ne fallait pas avoir, c'était celle. C'était celle à domicile face aux Orlando Pirates. Qu'on perde contre le Ahli en déplacement ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Mais par contre, c'est le score qui est la lourdeur du score. Et Nabil en a parlé, Ahmed en a parlé, on a l'impression d'avoir eu deux équipes. Ouais, une en première mi-temps. Ouais. Et en première mi-temps, mis à part le but de Mahiouz, ils auraient pu tuer le match avec un second but. Tout à fait. Ils se sont créés quand même pas mal d'occasions. Mais en deuxième mi-temps, l'équipe a été méconnaissable. Bon, maintenant, il faut dire aussi que le Ali a déroulé, puis a trouvé les failles. Et c'est comme ça qu'on peut faire la différence. Quand on trouve la faille chez l'adversaire et puis on essaie de marquer le plus grand nombre de buts, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Le problème avec ce résultat, Abdenour, c'est que le CRB et les poulains de Amrani sont dos au mur. Maintenant, ils n'ont même plus droit à l'erreur. Ils sont obligés de gagner tous les matchs. Ça sera très difficile d'aller gagner Orlando Pirates à l'extérieur. Oui, c'est pas une chance exacte. Non, attention. Non. Je vais vous arrêter une minute. Tout à l'heure, on parlait de ça justement avec Ahmed, l'entraîneur du Ali, qui est un Allemand d'ailleurs. Ouais. Et on connaît très bien un peu le travail allemand. Aujourd'hui, quand on prépare une équipe, ça devient une science exacte. Mis à part le déplacement, les moyens de récupération, la manière de travailler, le plan physique, tactique, mental, tout ça est pris en compte. Et là, on n'a pas le droit de se tromper. Par contre, le résultat d'un match, on a vu sur le terrain, on peut pas le... Mais aujourd'hui, quand on prépare surtout une Coupe d'Afrique, ça demande une précaution extraordinaire. Moi, je dis que ce n'est pas encore perdu. Il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. Possible, tout à fait, exactement. Le CRB peut au moins jouer la deuxième place. La deuxième place. Voilà, c'était le match en retard que le Shabab Riadi de Belouizdad a joué et perdu aujourd'hui en Égypte face au Ahli du Caire. On passe maintenant à un portrait que notre collègue Meissa Le Bouala a fait. Meissa est partie dès l'installation de Khaled Ben Yahya. Elle est partie au stade du 5 juillet et elle nous a préparé ce portrait sur le nouveau coach du Mouloudia d'Alger. Khaled Ben Yahya, l'ancien nouvel entraîneur du Mouloudia d'Alger. Joueur emblématique du football tunisien, il s'est fait un nom
autant que défenseur central et capitaine d'équipe de classe avec les Aigles de Carthage, participant à des compétitions majeures où son expérience et sa vision de jeu ont souvent fait la différence, notamment avec l'Espérance sportive de Tunis, où il a évolué durant la majeure partie de sa carrière. Après avoir accroché les crampons, Ben Yahya a entamé une carrière d'entraîneur avec la même passion et détermination. Il a enchaîné plusieurs clubs, notamment l'Espérance de Tunis, où il a connu plusieurs passages. Sous sa houlette, il a souvent misé sur une discipline tactique et une préparation mentale intense, des qualités qui lui ont permis de décrocher 7 championnats, 5 coupes et d'asseoir sa réputation dans le coaching. Outre son expérience en Tunisie, le tacticien a également dirigé des clubs dans d'autres pays comme les Émirats arabes unis et l'Algérie. L'ancien pensionnaire du club, déjà passé à la tête du Mouloudia lors de la saison 2021-2022, retournera sur le banc des Algérois, mais avec une nouvelle génération. Néanmoins, il retrouvera un visage familier. Comme vous l'avez constaté, le staff technique de l'équipe a été changé et Khaled Ben Yahya est arrivé. Étant donné que j'ai déjà travaillé avec lui auparavant, nous espérons, si Dieu le veut, bénéficier des instructions qu'il nous donne pour mener l'équipe à obtenir des résultats positifs. Avec le staff technique, nous allons essayer de mettre en pratique toutes ces consignes afin d'améliorer nos résultats. Au-delà du fait que son premier passage n'ait pas marqué les esprits, l'ex-entraîneur de l'Espérance de Tunis reste un profil apprécié par les dirigeants mouloudéens. Reconnu pour sa rigueur et son caractère ferme, Ben Yahya est perçu par la direction du club comme l'homme providentiel de la situation. Sa mission est claire, redonner aux doyens une identité de jeu et remettre l'équipe sur la voie du succès. Je suis très content بالرتور نتاعي للجران كلوب كيما المولدية. هو فماش ببليك يعطيك ثقة مش ثقة فما كان ببليك واحد يحب كان على الربح والمولدية معناها ببليك يحب كان على الربح إن شاء الله نوفروا له في المستقبل. Portrait préparé par Meissa Lebouala sur le nouveau coach du Mouloudia d'Alger, Khaled Ben Yahya, qui a à moitié raté son entrée. Il faut dire qu'il a pris l'équipe 3 jours après, il a eu le match. Mdalibi, bonne ou mauvaise décision, bon ou mauvais choix? Vous savez, c'est une question très, très compliquée où il faut répondre d'une manière objective. Moi, je dirais tout simplement que le départ de Baumel, je ne suis pas pour le départ de Baumel ou pour le maintien, mais je dis que ce n'était pas le moment de libérer Baumel. Mais le Mouloudia a fait une belle chose, à mon avis, c'est que le changement d'entraîneur n'a pas pris beaucoup de temps. Ce qui veut dire après le départ de Baumel, c'était un relais. 3 ou 4 jours, on a contacté un entraîneur, c'est bien. Mais quand on voit le dernier match sous la houlette de Ben Yahya face à l'ASO, est-ce que je peux en parler? Bien sûr, mais très rapidement. Oui, parce qu'on va passer le match, on va le passer. D'accord, donc je vais laisser ça pour tout à l'heure, mais je dirais tout simplement qu'on lui souhaite la bienvenue dans notre football. Abdelnour, indépendamment du choix de la personne, très rapidement, Abdelnour, vous étiez pour ou contre un changement d'entraîneur? Moi, je ne peux être ni pour ni contre. Moi, bien au contraire. Non. Il y a une direction, il y a un président, il y a un conseil d'administration. Ils ont décidé, on dit que Baumel, c'est pratiquement lui qui a démissionné, puisqu'ils sont quittés à l'amiable. Donc, avoir pris une décision comme ça, moi j'aurais préféré attendre la fin des matchs allés, faire un bilan, voir ce qui ne va pas. Et ce qui est visible cette année au Mouloudia, c'est qu'il y a un manque d'efficacité flagrant. Et un problème psychologique aussi, on rate les pénaltys. En plus, quand on n'arrive pas à marquer dans le jeu et qu'on a des balles arrêtées ou on a des corners ou enfin ce qu'on appelle les stratégies, là à ce moment-là, quand on a un pénalty, il faut le mettre dedans. Bon, ça c'est une autre chose. Mais ce que je dis, c'est que il y a un choix qui a été fait, il y a une direction, il y a un président. Donc, on respecte de toute façon. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, on lui a fait un portrait. Mais le plus important maintenant reste la saison. Il reste encore pratiquement toute la phase retour, plus les quelques matchs de Champions League. 3 ou 4 matchs de championnat en retard, plus les matchs de Champions League. Plus la Coupe d'Algérie. Donc voilà.
Maintenant, courir 3 lièvres à la fois. C'est un petit peu difficile, effectivement. On souhaite toute la réussite à Khaled Ben Yahya. On souhaite tout le bien du monde au Mouloudia d'Alger. On passe maintenant à la Ligue 1 après ça. C'était la 14e journée de Ligue 1 qui s'est jouée sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Il y a eu 7 matchs, sachant que le 8e match, c'est celui qui devait opposer le NC Oran au Shabab Riadi de Belouizdad. Il a été reporté en raison de la participation du Shabab en Champions League. Et on commencera par le premier match, c'est celui qui a opposé l'USM Khenchla à l'US Biskra. C'est un sujet préparé par Sid Ahmed Bouraïb. L'US Biskra, lanterne rouge du championnat national, se devait de réagir pour ne pas laisser la situation se compliquer davantage face à une équipe de Khenchla redoutable à domicile. Les locaux rentrent dans la partie et se procurent quelques occasions, à l'instar de ce tir de Bekir boxé par Mlala. Les tirs de loin s'enchaînent, mais ni Touki ni Aïboud ne trompent le gardien adverse. Un gardien qui sauve son équipe sur cette tentative de Debeh. La seule tentative des visiteurs en première période est à mettre à l'actif de Bourhla, mais son tir est hors cadre. En deuxième période, les Biskri confondent vitesse et précipitation et perdent des ballons faciles. Avant l'heure de jeu, les Khenchli demandent un penalty, les esprits s'échauffent et le match s'arrête pendant 8 minutes. L'arbitre finit par expulser Bourhla côté USB et l'entraîneur adjoint de l'USMK. Le jeu finit par reprendre et Mlala est une nouvelle fois décisif pour son équipe après ce tir de Gemroud. Les dernières tentatives de l'USMK resteront vaines et l'arbitre siffle la fin de la partie sur le score de 0 partout. Voilà, c'était donc le match nul entre l'USM Khenchla les 6 Kawa et l'US Biskra 0-0. Cherif Louzani qui a raté sa première sortie à domicile avec cette équipe de l'US Biskra, il vient de se racheter quand même. Ce n'est pas facile d'aller ramener un point de Khenchla. Ah oui, très compliqué. C'est vrai que c'est le premier point enregistré à travers le championnat pour Cherif Louzani parce qu'il était sur 3 défaites consécutives. C'était très difficile, très compliqué d'aller à Khenchla et réaliser un bon résultat. Encore une fois, je dirais que celui qui a vraiment sauvé la face, c'est le gardien Mlala, oui, comme d'habitude. Qui confirme de match en match. Et puis, concernant l'USMK, à un moment donné, j'avais pensé que cette équipe allait prendre de l'élan. Ça n'a pas été le cas. On a senti que les derniers matchs, Cherif Hadja n'arrive pas à trouver la bonne solution. Et Cherif Louzani, je pense que c'est son premier match, c'est son deuxième match, Ahmed Aribi. C'est le 4e match. Cherif Louzani? Oui, c'est le 4e match. D'accord, bon, enfin, j'ai dû ramener quelque chose. 3 défaites consécutives, et puis il a ramené un point. Il a ramené, pardon, Fatah, il a ramené un point ô combien important. Oui, oui, très très important. Abdelnour, Khenchla qui souffle le chaud et le froid. Il nous sort des matchs XXL, comme celui du CSC, où ils ont battu le Shabab de Constantine, le CS Constantine, 1-0. Et tout de suite après, ben voilà, ils flanchent et ils reviennent vers le trajet plat. Allez. Oh, mais le plus important pour Khenchla, c'est de pouvoir se maintenir en division 1. Je crois que c'est l'objectif premier de cette équipe-là. Effectivement, bon, on avait été surpris la première année, où ils avaient terminé quand même dans le haut du tableau. La deuxième année, c'était moyen. Et cette année, c'est également moyen. C'est-à-dire, ils ont des résultats en dents de scie, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et là, Cherif Hadja a beaucoup de travail à faire pour essayer de stabiliser les résultats. Parce que là, on voit, bon, ils sont pratiquement au milieu du tableau. Ils sont à la 9e place. 9e place, donc ils ont tout intérêt à se reprendre. Il y a toute une phase retour maintenant. Vous savez, Cherif Hadja, ça fait 4 ou 5 matchs qu'il les a pris. Oui. Après le départ du Tunisien, le départ du Tunisien, et beaucoup de clubs. On est en train de parler tout à l'heure, vous avez parlé de Biskra. Biskra également, Cherif Louzani débarque à peine. Le temps de mettre en place ses idées, et malheureusement il n'a pas le temps puisqu'il joue pratiquement toutes les semaines. Donc j'espère que Khenchla va pouvoir reprendre du poil de la bête et se hisser un peu au niveau du tableau. Quant à Biskra également, ça va être très difficile pour eux. Avant qu'on nous prépare les prochaines séquences, je reviens encore une fois vers Ahmed Aribi. Ahmed, l'US Biskra.
c'était une équipe stable avec Mounir Zardoud. C'est vrai qu'il n'y avait pas les résultats par manque de moyens, par manque de motivation des joueurs. On a eu, moi et vous, on a rencontré Mounir Zardoud, on avait discuté avec lui, il avait de la peine à retenir, à garder les joueurs motivés. Des fois aussi, face au Shabab Riyadi de Belouizdad, on a vu le match, ils font des parties extraordinaires. Et parfois, c'est une équipe qui se cantonne en défense, qui ne montre absolument rien du tout. On dirait qu'ils sont en train d'essayer de survivre. Oui, c'est une très bonne question, parce que je vais parler d'une manière générale. Dans le football algérien, on n'arrive pas à maintenir des performances dans la régularité, ce qui fait que, comme vous avez très bien souligné, on peut faire un ou deux bons matchs et puis après il y a la cassure, il y a la chute. Maintenant, pour l'US Biskra qui aujourd'hui c'est la lanterne rouge de la division 1, comme l'a dit tout à l'heure Abdelnour, ça va être très compliqué pour l'USB de pouvoir rebondir, parce que on a parlé de Chef Louzani. C'est vrai, quand vous prenez les trains en marche et puis vous n'arrivez pas à réaliser des résultats, mais vous êtes dans l'obligation de travailler, c'est vraiment très compliqué, parce que pour dire que le métier d'entraîneur, il n'est pas simple, il est très compliqué. Maintenant, pour répondre à votre question, l'USB doit rebondir, mais je pense que ça va être très très compliqué pour eux. Voilà, et on passe à un autre match, c'est celui qui a opposé justement le Mouloudia d'Alger à l'AS Ochlef, et c'est le résumé du commentateur du match, Mohamed Haouchine. Angle vert, tout est bon, le chrono, et c'est parti en tout cas pour cette belle affiche entre le Mouloudia d'Alger, un match qui se joue à huis clos, je le rappelle, après donc les sanctions. Le gardien, attention, cette occasion pour le Mouloudia, ça fait l'ouverture du score. Oh, quel ratage de la part de Kamal Maziani. L'arbitre va laisser l'avantage, qui était bien vu de la part de M. Mouchaïlia. Il se sent très fort, heureusement pour le Mouloudia. Je voudrais revoir, oui, sur cette action. Alors, si vous permettez, main collée, je suppose. Bien évidemment, la direction, la décision de l'arbitre, il revient, tout le monde retient son souffle dans les deux équipes. Monsieur Mechalia, il va siffler le penalty. Oui. Tout le monde retient son souffle, prend son élan. Et Mejadel, je l'avais dit en début de match, excellent. Encore un marquage individuel strict de Abada sur Delors. Attention au centre, petit à droite. Ah, il est sorti, il est revenu, Mejadel. Il est sorti, il est revenu de l'hésitation. Bien sûr, c'est le deuxième match à l'extérieur. Après le match de Saoura, on a fait un bon match au Saoura. Il faut qu'on confirme le match à l'extérieur contre une équipe de Mouloudia. L'MCA, c'est une bonne équipe, un bon effectif, malgré les mauvais résultats, mais je pense que j'ai le jour où il a dû relancer. On a préparé le match à Chlef. On a travaillé sur le bloc défensif. شويه درنا لوبجيكتيف بان نروحوا سير دي كونتر باسكو دي جوار رابيد ما مشاتناش البريمير ميطون كانت اوكازيون زوج مي ما كانتش دانيير باس مليحه قدرنا ريوسيو في نبروتيجيو لي بيت تاعنا ما كانش دي اوكازيون نات مالوريزمون انا حبيت نحكي على الماتش معنا نريد لو غاني خاطر الماتش اون دوميني براتيكمون لي 90 مينوت اون سورتو ان دوزيام ميطون اون سيري ليكيب de Haran, de Chlef, on a serré, on a fait énormément de maîtrise technique, on a dominé le match, on a maîtrisé le match, on a créé quelques occasions de but. Voilà, c'était les impressions de Samir Zawi, l'entraîneur de l'ASO, ensuite de Khaled Benihia. Très rapidement, Ahmed Alibi, on devrait avancer. Vous vouliez dire tout à l'heure quelque chose à propos de ce match? Oui, je disais que moi personnellement, j'ai vu le match en entier, mais je n'ai pas vu l'empreinte de Benihia. Et puis, on a vu que l'AS Ochlef d'entrée Fatah a utilisé un pressing très haut. Ils ont empêché toute relance de Mouloudia. Et puis, un grand bravo à cette équipe de l'ASO. Seulement, si en deuxième mi-temps, cette équipe avait pris un peu l'assaut d'aller vers l'avant, elle aurait pu marquer un but. Mais je pense que l'ASO mérite amplement son nul. Et vous êtes cet avis, Abdenour? Oui, bien entendu. Bon, là, dominer, j'avais entendu le Nehia disait on a dominé le match. Dominer n'est pas gagné. Hein.
Donc, je l'ai fait venir, ils ont mis un plan de jeu en place et ils ont empêché le Mouloudia de marquer des buts. Bon, maintenant, quand on a un pénalty en cours de jeu, si on n'arrive pas à le mettre dedans, ça veut dire que vraiment, là, à ce moment-là, il y a un problème, pas uniquement d'efficacité, mais de maladresse. Tout à fait. Donc là, c'est probablement psychologique. Oui, mais c'est récurrent, c'est depuis le début de saison que tout ça à fait. marche Ouais, comme ça. tout à fait, tout à fait. Le Mouloudia est en train de souffrir cette année par manque d'efficacité. Ils font le jeu, d'ailleurs, Ben Yahya l'a dit, on maîtrise le jeu, on fait des belles choses, mais le plus important, c'est de pouvoir marquer des buts. Tout à fait, c'est ce qui compte au final, c'est les points qui comptent. On passe au match suivant, c'est celui qui a opposé l'Olympique d'Erkbou au MC El Bayad, et c'est un résumé de notre ami Ramzi Mhamdi. Sur Rebif. En effet, les gars d'Al Bayad ont réalisé un très bon résultat à Erkbou en l'emportant sur la plus petite des marges et pointent désormais à la 13e place avec 14 points. Pourtant, les Akboussiens ont eu plusieurs occasions, notamment celle de l'Amri, dont le coup franc est relâché par Salhi, un ballon qui aurait pu terminer au fond des filets. Al Bayad laisse l'orage passer et à la 49e minute ouvre le score par l'entremise de Mohamed Saïd Ben Choucha. Les visiteurs auraient même pu aggraver la marque après un centre de Ben Alam pour ce diable de Ben Choucha, trop court pour reprendre le ballon. Voilà, et c'était un sujet plutôt et pas un résumé de Ramzi Mhamdi, notre ami Ramzi Mhamdi, l'Olympique Erkbou qui est aussi imprévisible, qui part gagner à l'extérieur, qui vient, qui perd avec une équipe du bas du tableau. C'est avec Mounir Zerdou qui sont partis, ils ont battu Biskra, ils ont enfoncé Biskra, ils viennent, ils reçoivent le Bayid, tout le monde pensait qu'ils allaient faire une bouchée de Bayid, et finalement Lotfi Amrouche et son équipe ont résisté, ils ont même fait mieux que résister, ils sont repartis avec les 3 points. Oui, tout à fait. Je parlais de ça tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas de régularité dans la performance. Maintenant, Zerdoud entame sa première défaite à domicile après avoir ramené une victoire de Biskra. C'est un match que j'ai vu en entier. C'est vrai, mais concernant le Bayid, c'est vrai, la victoire de la GSK contre le Bayid, on a vu que la GSK était meilleure, mais je pense qu'il y a eu un sursaut d'orgueil de la part de tous les joueurs d'Al Bayid parce qu'ils ont gagné 1-0. C'est une victoire très importante pour Lotfi Amrouche et Barti Karim parce qu'ils en avaient grand besoin. Abdenour, on a toujours dit la sympathique équipe d'Al Bayid, oui, la belle équipe d'Al Bayid. Et parfois, ces jeunes d'Al Bayid arrivent à nous le montrer, à confirmer ce qu'on pense d'eux. Oui, mais de toute façon, on connaît très bien quel est le style de jeu de Bayid. C'est une équipe qui est agréable à voir jouer, ça c'est certain. Maintenant, on parle d'efficacité, on parle de régularité, c'est vrai. À domicile, cette année, ils ont fait beaucoup de faux pas. Bon, ramener 3 points de l'extérieur, c'est extraordinaire. Ils avaient même battu le CRB à domicile. Donc ça leur fait, je crois que c'est leur 2e victoire à l'extérieur, avec 2 nuls également. Bon, c'est une équipe qui est en train d'essayer de survivre. De résister. Absolument, de résister. Maintenant, Erkbou, on se pose des questions. Hein. On avait dit en début de saison, c'est l'équipe surprise et tout, mais là, on est en train de voir que il y a quand même un géant au pied d'argile. Absolument, absolument. Voilà. On passe à un autre match. C'est le match qui a opposé l'équipe du Parado Athletic Club à la JS Saoura, et c'est un sujet de Fethi Vendali. Le Parado Athletic Club décroche un précieux succès face à la JS Saoura dans un match riche en intensité et rebondissement. Une victoire qui permet au PAC de grimper à la 10e place du classement général avec un total de 16 points et encore quelques matchs retard à disputer. Dès les premières minutes, les visiteurs, la JS Saoura, ont tenu bon grâce à un gardien en état de grâce. Djoudar a réalisé plusieurs arrêts déterminants face aux assauts du Paradou, notamment sur une frappe puissante de Belkher à la 17e minute de jeu et cette tentative à bout portant de Bouchareb à la 31e minute. En seconde période, le scénario s'intensifie. Djoudar, encore lui, se distingue par 2 parades spectaculaires. D'abord sur une tête de Yeto à la 60e minute de jeu, puis sur un tir cadré de Kouhili à la 72e. Un véritable mur qui semblait infranchissable. Mais la résistance de la JS Saoura a fini par céder en toute fin de rencontre. Yeto ouvre le score à la 87e d'un magnifique ciseau retourné. Suivi quelques minutes plus tard par Kouhili qui scelle le sort du match dans le temps additionnel à la 90+1.
Score final 2-0 pour le Parado Athletic Club, une victoire méritée qui récompense leur persévérance face à une JS Saoura valeureuse mais dépassée en fin de rencontre. Agréable à regarder cette équipe du Parado Athletic Club qui nous donne beaucoup de plaisir, même si la JS Saoura aussi est une belle équipe, mais cette jeune équipe du Parado Athletic Club continue à nous épater, Abdelmar. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, on connaît les qualités de cette équipe depuis très longtemps. Et là, bon, c'est vrai qu'en début de saison, il y a eu des résultats un peu mi-figue, mi-raisin, mais là, depuis la venue de Bilal Zeri, l'équipe est en train de se stabiliser. Depuis la venue du grand frère Bilal Zeri. Oui, enfin, grand frère, un peu, oui, mais il a réussi quand même à transcender ses joueurs. Le plus important, c'est que le Parado est en train de se hisser au niveau du tableau. Ils ont encore des matchs retard. Et ils peuvent, s'ils arrivent à gagner ces matchs retard, ils peuvent se retrouver en tête du classement également. Hein. Tout à fait. Ahmed? Oui, il faut souligner que la JS Saoura, en 2 matchs, elle a encaissé 5 buts. C'est énorme. Et puis en parlant de Pac Paradou, moi j'avais dit tout à l'heure qu'il y a le grand frère. C'est ce que je lui ai dit. Le grand frère Bilal Zeri. Il est comme un poisson dans l'eau parce que son message passe rapidement. On l'a vu lors de la dernière match contre C'est le bonheur d'un entraîneur. C'est ça le bonheur d'un entraîneur. Ce que j'ai envie de dire, Fatah, si vous me permettez, c'est que Zeri est un entraîneur, mais un entraîneur-joueur. Il coach, mais il donne l'impression que c'est lui qui joue. Et là, il a trouvé une équipe très joueuse et qui lui donne tout ce qu'il veut sur le terrain. On a vu le deuxième but. Facile à gérer, vous voulez dire, Ahmed? Non, facile à gérer parce que c'est une équipe qui lui rend la monnaie. Lui, il exige et les autres le lui rendent. Maintenant, concernant le joueur Kouhili, dont tu as parlé tout à l'heure, Nabil Djellit, on a vu sa technique individuelle. Il fait une fin de frappe, il élimine 2 joueurs. Calme. Oui, calme, il fait un bon enchaînement, il marque un deuxième but qui est important. C'est pour ça que c'est une académie, Ahmed Haribi. On arrive au match, alors phare pour d'autres raisons, pas du tout pour le football. On va le voir, c'est le match qui a opposé le CS Constantine au NC Magra et on aura des explications après. C'est un résumé de notre ami Ismaïl Ben Qaïdia. Et l'arbitre qui a mis le sifflet dans sa bouche. Allez, la dernière action avec Rbi'i Miloud. Et le but! Oh, le but de Omeyele à l'ultime seconde de la rencontre. Et le but est validé. Omeyele qui aura mis le ballon entre les jambes du gardien Benchlef. Oh, il aura fallu attendre la dernière seconde de la rencontre pour voir le CSC se libérer grâce à Omeyele. Omeyele fait le reste, bien sûr marque le but. Le jeu est arrêté, tout le monde va réclamer. Et M. Bekwassa qui reste intransigeant et qui valide le but. C'est pour ça que la VAR est devenue indispensable. Lamine Bouralala qui réclame auprès de M. Abban. Regardez le regard de l'entraîneur, les contestations des joueurs de Magala. Je crois qu'il va revenir sur sa décision. On ne sait pas. De toute façon, on est très loin de ce qui se passe, mais le jeu est arrêté depuis quand même 5-6 minutes. Monsieur Bekwassa. Alors, Monsieur Bekwassa qui rejoint la ligne. Alors, que se passe-t-il? Je ne sais pas ce qu'il dit à Monsieur Boussadia, le 4e arbitre. Alors, on lui dit d'aller consulter Monsieur Abban, encore une fois. Le service d'ordre est là, les gars de Magra aussi. Très difficile fin de match, il faut le dire. Grande pression sur le juge de touche pour revenir sur sa décision. Est-ce qu'il a pris sa décision? Allez, Monsieur Bekwassa. Il demande à tout le monde. Position de hors-jeu. Tous les arguments pour continuer ce match après 35 minutes d'arrêt, 36 minutes. Allez, hors-jeu pour Benchlef et le Nejm de Magala. Je pense que dès que le ballon à sortir, voilà.
Fin de match, Monsieur Bekwassa qui met fin à la rencontre sur le score de 0-0 après cette houleuse fin de match et un but validé puis refusé pour position de hors-jeu. Brahim Dib, et ça sera au deuxième poteau, et le gardien Benchlef qui détourne. Benchaïra, et Benchaïra, et le ballon repoussé, et on réclame une faute de main. Et l'arbitre dit non, ça sera un corner. Faute, voilà. Bon, c'est pas très loin si on voit. Alors, sous cet angle, c'est pas très visible, mais on voit quand même que le ballon, que le corps et la main accompagnent le ballon. Peut-être qu'il y avait une main. Tahar et Ibrahim Dib, le poteau. Il n'y avait pas de position de hors-jeu, le poteau qui est venu s'interposer. Alors, est-ce qu'il y avait hors-jeu? Non, il n'y avait pas de hors-jeu. Très bien arbitré là. Et le poteau s'est interposé. Fin de match, Monsieur Bekwassa qui met fin à la rencontre sur le score de 0-0. Voilà, notre ami Smaïd Mkaidia qui a préféré commencer par le fait saillant du match, c'était les arrêts, c'était cette histoire de but. Pour avoir plus de précision, on va vous préciser que nous, on n'est là ni pour juger l'arbitre, ni pour juger ses assistants, ni pour donner notre avis, ce n'est pas notre rôle. Nous, on présente les faits aux téléspectateurs et c'est aux téléspectateurs de juger d'eux-mêmes pour avoir une explication réglementaire de la chose. Nous avons au téléphone notre expert en arbitrage, monsieur Mohamed Zekrini. Khabir, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à nos téléspectateurs et bien sûr à nos grands frères Ahmed Laribi et Abdelnour Kawa. Voilà, on ne va pas trop vous retenir, monsieur Zekrini. Je vais vous poser deux petites questions auxquelles vous avez les réponses et on laissera le téléspectateur juger de lui-même. Que dit la réglementation quand il s'agit d'une décision de l'arbitre ? Je vous entends mal. Alors, ma question c'est, que dit le règlement à propos des décisions de l'arbitre? Oui, bien sûr. Nous, on parle, quand il y a des problèmes d'arbitrage, ou bien on parle de la réglementation de la loi que disent. La loi 5, alinéa 2, qu'est-ce qu'elle dit? L'arbitre ne peut pas changer une reprise de jeu après avoir réalisé qu'elle est incorrecte ou après avoir consulté un des autres arbitres. Si le jeu a repris, si le jeu a repris, l'arbitre ne peut pas changer aucune décision, même si elle est incorrecte. Mais si, je dis bien, si le jeu n'a pas été repris, l'arbitre peut changer n'importe quelle décision s'il voit que cette décision, elle est incorrecte. Il peut consulter ses assistants, son quatrième arbitre et la vidéo. Il veut les consulter. Mais si il reprend le jeu, ça veut dire qu'il fait le centre, il reprend le jeu, il ne peut pas revenir sur une décision. Voilà la loi 7, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, ça c'est la loi 5. Maintenant, l'arbitre d'une rencontre, Monsieur Scherini, l'arbitre d'une rencontre, sur quel support peut-il se baser pour vérifier si sa décision est bonne ou pas? C'est-à-dire, quel est le support qui est réglementaire? J'ai compris votre question. Allez-y alors. L'arbitre, il se réfère uniquement à ses assistants, à son quatrième arbitre et à la vidéo VAR. À la VAR, c'est tout. Aucun autre instrument électronique ou quoi que ce soit, il n'a pas le droit de consulter. Uniquement, je dis bien, il a le droit de consulter ses deux assistants, son quatrième arbitre et bien sûr la VAR s'il y a la VAR dans le stade. À part ça, il ne peut pas consulter autre chose.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Zekrini, pour toutes ces explications. Voilà, le téléspectateur maintenant, il a toutes les informations réglementaires. Merci beaucoup d'avoir veillé et de nous avoir attendus. Merci, bon courage. Voilà, donc c'était les explications d'un expert. Nous ne sommes ni supporters du CS Constantine, ni ceux de l'NC Magara. Nous, on est supporters de l'équipe nationale Abdelnot, de l'équipe nationale d'Algérie, pour que tout le monde le sache. Non, non, nous, on est supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Il y avait des questions à poser, on les a posées à un expert qui est reconnu à l'échelle internationale et qui a répondu. Hanan, je ne sais pas si on peut avoir le communiqué, juste pour information. Voilà, le communiqué est tombé aujourd'hui. L'arbitre et son assistant sont suspendus par la Fédération algérienne de football avec effet immédiat en attendant une enquête de la commission d'arbitrage. Moi, ce que je n'ai pas aimé, Ahmed, c'est tout ce qui s'est passé autour, parce qu'en fait, ça, c'est des choses qui arrivent, une erreur peut arriver, on n'était même pas, parce que pourquoi je dis, on ne doit pas, nous, porter un jugement sur l'arbitre. On n'était ni dans sa situation, ni avec lui sur le terrain, avec tout ce qu'il y avait comme pression et tout. C'est vrai qu'il y a des choses à revoir, mais c'est quand même difficile, Ahmed Haribi. Oui, c'est très difficile quand on voit ces scènes, quand on voit ces images. C'est désolant pour le football algérien. Je pense que Zekrini a tout dit, a tout expliqué. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que dans le match, c'était un match intense. Malheureusement, l'incident qui est venu, bon, si je dois parler d'incident, sincèrement, je suis vraiment... C'est des images qu'on n'aime pas voir, tout simplement. Pas du tout, parce que c'est pas ça le football algérien. Et puis, je pense que la commission d'arbitrage, elle a été très vite en besogne. Ah oui, oui, parce que c'est vraiment rare où l'on voit une décision prise en espace de 24 heures. Tout à fait. Ça prouve que... Ça urgeait, voilà. tout simplement. Abdelnour ? Moi, je dirais tout simplement que tous ces faits auraient pu être évités, puisque nous avons mis en place le système de la VAR dans tous les grands stades. S'il y avait eu la VAR, il n'y aurait pas eu ces problèmes du tout. Non. Parce que là, quand on revoit le profane, qui connaît juste un peu les lois du jeu, on voit que le but était... en position de jeu très claire. Même Smaïl Boukaïdia, il a dit. Donc, moi, je dis tout simplement que tout ça aurait pu être évité si le système de la VAR était mis en place au stade de Shahid Hamloui. Voilà, donc bon, c'est un sujet clos. Il y a des instances qui s'occuperont de ça. Nous, on a présenté les images et on a ramené l'expert pour parler de la réglementation. Le reste, c'est aux spécialistes, c'est à la hiérarchie footballistique algérienne de décider. L'avant-dernier match, c'est celui qui a opposé la JS Kabylie à l'ES Mostaganem. Ça s'est passé à Tizi Ouzou au stade Hussein Aït Ahmed et c'est un sujet préparé par Sarah Derbel. Toujours en tête du classement, la jeunesse sportive de Kabylie poursuit sa belle série d'invincibilité de 8 matchs sans défaite. Deuxième victoire de suite pour les jeunes et verts dans ce nouveau et magnifique stade qui unit la famille de la JSK. Supporters, joueurs et dirigeants. L'adversaire du jour, le l'ES Mostaganem, qui enchaîne les mauvais résultats. Dès le début du match, les locaux ont commencé à créer le danger dans la défense de l'Espérance de Mostaganem. Il fallait attendre la 7e minute de jeu pour voir Riyad Boudebouz ouvrir le score pour la JSK et inscrire son 5e depuis qu'il a rejoint le club. Les visiteurs ont répondu avec quelques tentatives, mais sans parvenir à égaliser. La première période s'achève donc sur un score d'1-0. De retour des vestiaires, les coéquipiers de Madani, toujours avec la même motivation, on continue à chercher le chemin défilé et c'est Boualia qui aggrave la marque à la 64e minute de jeu. En difficulté, les protégés de Slimane Raho n'ont pas baissé les bras. Coup franc pour les verts et blancs et tête de Fodil Belkhadem qui réduit le score pour les visiteurs. Fin de cette rencontre sur ce score de 2-1. 7e défaite pour l'Espérance de Mostaganem qui doit impérativement se ressaisir pour s'éloigner de la zone rouge. La JSK confirme sa bonne forme et conserve sa place de leader grâce à cette 7e victoire de la saison. Et
la JS Kabylie qui se retrouve en tête du championnat et avec 4 points d'avance sur le premier poursuivant qui est le CS Constantine. C'est vrai qu'il y a d'autres équipes qui ont des matchs en retard. Toujours est-il que la JS Kabylie a réussi à remonter haut dans le classement. Ali. Oui, c'est ce qu'il fallait dire. Il y a deux victoires consécutives. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que cette équipe de JSK elle a affronté une équipe qui est déjà presque relégable, le SM qui est à la 15e place. Qui est blessé. Qui est blessé tout à fait. Et puis elle a fourni une belle prestation. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que comment il s'appelle, Boudebouz renaît de ses cendres. Il est à son 5e but et 5 passes décisives. Véritable leader. Véritable, il retrouve ses repères, il s'est vite adapté, c'est bien. On a vu que Boualia, il revient à son meilleur niveau. Ça, c'est intéressant pour les joueurs qui aspirent à aller jouer en Europe. Et puis, je pense que la JSK, ça fait quelques années qu'elle n'a pas eu cette occasion d'être leader au bout de certains temps. Un petit peu plus tranquille, Abdelhak Ben Cheikha, Abdelnour? Tout à fait. Bon, en début de saison, on a entendu beaucoup de critiques. C'est vrai que la JSK avait commencé un peu ce championnat en tâtonnant, mais là, on est en train de voir une JSK s'améliorer de match en match, prendre confiance de match en match. Et ce n'est pas par hasard qu'ils se retrouvent premier du championnat, même si les autres équipes ont des matchs retard. Mais je pense que la JSK est en train de progresser. Il va y avoir dans quelques semaines le mercato. Et bien évidemment la trêve, donc ils auront le temps de recharger les batteries. Je pense que pour la phase retour, ils seront encore beaucoup plus aguerris et fourniront peut-être de meilleurs matchs. Le dernier match de cette journée, c'est celui qui a opposé au stade de 8 mai de Sétif, l'entente de Sétif à l'USM Alger. On va voir ce sujet et on revient au débat. Plaçant à Sétif pour affronter l'ESS, les usmistes misaient sur l'état psychologique de l'adversaire qui restait sur 2 contre-performances. L'ex-sétifien Hussamdine Recha surprend la défense locale et ses ex-coéquipiers par un but à la demi-heure de jeu. Un but d'abord refusé par le référé Bouchelfa, puis accordé après retour à la VAR. Les Algérois pensaient que le score était acquis, mais c'était sans compter sur Bouchama, qui, à l'ultime minute du temps additionnel, sort de nulle part et égalise pour son équipe. Une égalisation et un point au goût de victoire et au grand bonheur des Noirs et Blancs qui n'espéraient pas tant. Nabil Djellit, qu'on salue. Nabil Djellit disait tout à l'heure que l'USM Alger, c'est la meilleure équipe d'Algérie. Moi, je trouve qu'il y a un peu de naïveté dans cette équipe, un peu de naïveté, encaissée à la 100e minute, alors à la 99e et quelques. Vraiment, c'était acquis. En plus, il faut le dire, c'était très clair, le match était largement à la portée de l'USM Alger. Oui, tout à fait, Fatah. Je pense que l'entente Sétif a évité tout simplement une deuxième défaite consécutive. Ce qui aurait amené à une crise. Tout à fait. Et puis, vous avez parlé de l'USM Alger. C'est vrai que quand on mène 1-0, il n'y a plus de considération technico-tactique. Là, dans les 10 dernières minutes, c'est une affaire de joueur et pas une affaire d'entraîneur. Moi, je pense qu'il y a eu une déconcentration de l'axe central quand on voit le but encaissé de Bouchama, il est venu de derrière. Et puis il y a eu un défaut de marquage de Alilat. Oui, Bouchama est venu de derrière. Il a été très intelligent. Quand on voit l'action patard, on sent qu'il y a un défaut de marquage sur le but qu'a marqué Bouchama. Oui, Bouchama, c'était un truc de marquage entre Mondeko et il y a pour terminer rapidement, l'USM Alger qui, c'est vrai, ne marque pas beaucoup de buts, mais qui n'encaisse pas aussi. Non plus, effectivement, Abdelnour. Moi, je dirais tout simplement qu'un match n'est terminé qu'au coup de sifflet final de l'arbitre, tout simplement. Ça, c'est très clair. Je ne vais pas revenir à ce qu'a dit Ahmed ou à ce qu'on peut dire sur un match. Mais je sais que ce sont 2 points de perdus purement parce qu'ils avaient le gain du match, c'est ça. Ce que je trouve bien, Abdelnour, ce que je trouve bien, moi, pour l'entente de Sétif, ce que je trouve bien, c'est que les joueurs n'ont pas baissé les bras jusqu'à l'ultime seconde du match, c'est-à-dire pratiquement la 100e minute. On a vu qu'il y avait des arrêts à cause des jets de fumigène et tout, mais les joueurs sont restés concentrés et ils ont pu sauver le point du match nul. Et c'est très important sur le plan mental. Oui, et là, Fatah, vous parlez d'un aspect très important, c'est qu'il y a la concentration. Là, on demande et on exige à tous les joueurs de la division 1 et de la division 2 de ne pas baisser les bras jusqu'au sifflet final de l'arbitre.
Ahmed Aribi, allez, disons les choses clairement. C'est inadmissible d'encaisser à cette minute. Vous, en tant que coach, vous êtes entraîneur aussi, et en tant que joueur, et surtout en tant que défenseur, c'est quand même assez difficile pour le supporter d'accepter. Oui, c'est difficile, c'est même rageant, mais c'est comme ça. Ainsi va le football. Le football va tellement trop vite qu'on ne sait même pas de quoi ça aura fait demain. Voilà, très bien. Donc, c'était la 14e journée de championnat de Ligue 1, en peut-être d'un match. On va voir maintenant les résultats et les classements de cette Ligue 1. Voilà, et la Ligue 2 aussi, qui a atteint, on va parler de Ligue 2, c'est le dernier sujet, c'est la dernière rubrique de notre émission après ceci. Aussi 14e journée dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest. À l'est, le MB Rouisset qui s'est fait surprendre à domicile, comme on a dit au début d'émission, qui s'est fait surprendre par la belle équipe de l'AS Khaloub, qui a réussi à battre le leader et qui a tendu en quelque sorte une perche à l'équipe de l'USM Harash, absolument, qui est passé comme un rouleau compresseur sur cette équipe du HB Shalom-Eid, 6 buts à 0. Donc, elle est sous pression, cette équipe du MBR 8 maintenant, Abdelmar. Vous savez, quand on espère jouer l'accession, tous les matchs à domicile, il n'est pas question de perdre à domicile. Hein. Tout ce comme un mauvais résultat, éventuellement faire match nul et tout, mais là, ça permet aux poursuivants immédiats, surtout quand ils jouent à domicile, d'engranger les 3 points et de rattraper. C'est ce qui s'est passé pour l'U7. Quoique l'U7, depuis le début de saison, ils sont réguliers. Ils sont plus ou moins réguliers. C'est la deuxième défaite à Benor. Ils ont perdu à l'extérieur, voilà. Et à domicile cette fois-ci. Mais c'est 2 points qui peuvent leur coûter très très cher. Plutôt 3 points qui peuvent leur coûter très très cher. Donc, suivant un peu cette des deux, moi je pense que le Harash maintenant est assez suffisamment armé pour espérer l'accession cette année. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Ahmed Aribi, le Harash, quand même, c'est une aubaine, ça tombe du ciel. Cette équipe de Harash qui ne s'attendait certainement pas à ce que Rouisset perde à domicile. Oui, il ne s'attendait pas, mais ainsi va le football. On a vu que la semaine passée, l'USM Harash a perdu contre le MSBB. Surprise aussi. Oui, surprise. Personne ne s'attendait à cette défaite. C'est à ne rien comprendre. Hier, le MSBB, il a perdu contre la Lanterne Rouge sur le score de 4 buts à 0. C'est-à-dire que tout est indécis dans ce... Tout est indécis, tout peut changer du jour au lendemain. Vous avez parlé tout à l'heure des buts encaissés dans le temps additionnel. Vous savez, personne n'aurait prédit que l'AS Khaloub allait gagner à Rouisset. Ils avaient marqué en première mi-temps. Oui, tout à fait. On savait que ça va être un match très difficile. Quand vous avez une avance de 6 points et que vous perdez à domicile, ça devient inquiétant. À l'ouest, c'est plutôt Ben Aknoun qui fait cavalier seul. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure sur les résultats. Il y a eu une petite erreur parce que Ben Aknoun, il a 32 points et pas 27 points. Alors, Ben Aknoun qui n'en rate pas une, il gagne à domicile, il gagne à l'extérieur. Et là, il prend le large. C'est 5 points sur son premier poursuivant, qui est le RC Kouba, qui a fait une belle prestation hier, mais qui a calé face au SCAF Nismelienne. Oui, à défaut de la prestation, il fallait ramener des points, chose qui n'a pas été faite. Oui. Maintenant, vous savez, Ben Aknoun était une équipe très sympathique, très joueuse aussi. Oui. Et puis, il faut parler de l'RC Kouba. C'est que il revient. Et puis depuis la prise de fonction de Boualeb Sharaf, je pense qu'il a perdu 8 ou 10 points à domicile. Ouais, c'est les aléas du football, comme vous l'avez dit. Mais quand même, elle est plaisante. C'est-à-dire, c'est une division plaisante et c'est des équipes plaisantes à Benor. Et surtout, on est en train de parler de Ben Aknoun. D'ailleurs, on en avait parlé la saison passée. On a dit que c'est une équipe qui va
qui va tout faire pour essayer de rejoindre la division 1 la saison prochaine, et je crois qu'ils sont bien partis pour. Maintenant, Cuba, ça fait peut-être 3 saisons qu'ils essaient de jouer leur accession, et effectivement, ça va être très difficile dans ce groupe, bien que maintenant Ben Aknoun a pris quand même suffisamment de points d'avance, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une phase retour. Voilà, c'est le wait and see dans les deux groupes centre-est et centre-ouest dans cette Ligue 2. On va voir les tableaux des résultats et des classements. Voilà, et ainsi s'achève notre émission, notre 13e numéro de Canal Foot. Je remercie mes deux consultants, Ahmed Alibi et Abdounour Kawad, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir veillé avec nous, de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine, même jour, même heure et même chaîne. Restez sur Canal Algérie.